Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci infiniment de rester fidèles à l'Africaine des télés. Bienvenue à cet entretien. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Hyacinthe Ompati. Il est expert en numérisation. Avec lui, nous allons parler de l'économie numérique, des défis du numérique sur le continent. M. Hyacinthe Ompati, bonjour. Oui, bonjour, M. Adéandjou. Merci infiniment d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Voilà, ça fait un moment que les États africains, les gouvernants africains ont décidé donc de faire du numérique un vivier donc de l'économie. Ils investissent régulièrement des milliards dans le domaine pour que cela puisse apporter véritablement un essor au développement donc des pays africains. Monsieur Hyacinthe Ompati, dites-moi, est-ce que les efforts des gouvernants depuis plusieurs années portent des fruits? Est-ce que le numérique a véritablement décollé sur le continent aujourd'hui? Bon, au vu de tout ce qui se passe dans ce Conseil des Nations et sur le plan du numérique, moi je dirais d'abord que l'Afrique est en train de s'organiser. L'Afrique n'a pas encore commencé le défi du numérique. Parce que avant de parler des défis, il faut d'abord avoir balisé toute la plateforme qu'il faut et toute l'infrastructure, ainsi de suite. Donc il y a un préalable à faire. Il y a un préalable à faire. Et d'abord, vous avez dit, les gouvernants sont en train de faire des efforts. Enfin, c'est ce qu'on entend dans leur discours, l'économie numérique, il faut qu'on s'investisse, et ils investissent des milliards dans ce domaine légalement. Sont-ils obligés d'investir ou bien ce sont des initiatives prises par eux-mêmes? C'est la première question qu'il faut se poser. Parce qu'en fait, dans l'économie mondiale, il y a des normes, il y a des nomenclatures qui évoluent et par rapport à ces évolutions, on donne aussi des lignes, des directives à suivre. Donc la numérisation du monde fait partie en fait des recommandations phares de l'OCDE et donc dans ce cadre-là, les États africains sont obligés d'avoir un portefeuille pour pouvoir suivre cette ligne-là. Parce qu'aujourd'hui, celui qui veut se protéger des défis, je reste avec le mot défi, du numérique sur le plan sécurisation des données, est obligé d'utiliser les technologies archaïques d'antan. Ça veut dire que l'analogique est en fait le seul moyen pour le moment d'éviter le numérique. Donc, pour les grandes nations qui cherchent quand même à planifier, parce qu'il s'agit de planifier le futur pour ne pas être surpris, on est obligé d'avoir une nomenclature numérique de chaque citoyen de ce globe. Donc, les nations africaines sont obligées de suivre la ligne. Et c'est à ce niveau qu'il y a des discrépances donc, dont il faut tenir compte vu le contexte social de chaque pays et vu l'état de l'économie de chaque pays et surtout l'état des infrastructures et d'accès aux équipements de base. Voilà, donc en termes très clairs, c'est que les Africains sont à la traîne en termes de numérique, on va dire. Les Africains ne sont pas à la traîne. Oui, les Africains comparé aux autres nations, sont en train de se mettre au pas. Les Africains sont en train de se mettre au pas. Ils sont obligés de se mettre au pas parce que nous avons déjà raté l'industrialisation de force. Et je passe par là pour faire un clin d'œil à l'histoire. L'industrialisation a commencé en Afrique. Et en Égypte, jusqu'à présent, les gens, les scientifiques, les mathématiciens les plus attitrés n'ont pas encore trouvé les algorithmes pour pouvoir former de façon virtuelle les pyramides. Et cela reste donc un mystère pour le monde scientifique. Alors, nous avons raté de force l'industrialisation et à ce niveau, je dis également, ce retard ne peut plus être rattrapé. Donc, on est obligé de faire des sursauts. Mais en faisant ces sursauts-là, on doit faire attention pour ne pas se sacrifier. Parce que nos pays courent un grand risque. Et la plupart des pays européens qui nous servent en fait de leaders dans ce domaine ont commencé cette révolution depuis les années 80. Après le lancement du Commodore et du Atari, qui ont été les premiers ordinateurs équipés de mémoire et
et ROM. Donc, et ROM, ça veut dire Remain Only Memory. Et pour rappeler en fait les informations qui sont stockées dans les processeurs. Et ces pays ont commencé à faire des réflexions, à mener des réflexions scientifiques. Donc, plusieurs chercheurs, plusieurs générations de chercheurs ont travaillé dans ce sens-là, alors que nos pays ont passé le temps à faire des guerres, à mener des guerres de révolution en révolution. On passait maintenant de restructuration en restructuration. Et aujourd'hui, nous avons entamé la démocratisation de nos États, parce que la démocratie constitue un élément primordial en matière des technologies de l'information. Oui, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, l'apport donc du numérique dans la démocratisation de nos États. On va en parler tout à l'heure. Mais dites-moi déjà, vous avez dit que les Africains ont déjà raté donc la révolution industrielle. Et le numérique, on ne doit pas le rater. Mais comment est-ce qu'on ne va pas le rater quand on sait que les Africains à 50% sont analphabètes, par exemple? Oui, vous posez un problème crucial. Et l'analphabétisme en Afrique n'est pas une réalité. C'est une réalité virtuelle. Parce qu'on est analphabète. Dans la réalité, 50% des Africains ne savent pas lire et écrire, monsieur Hyacinthe. Quelle langue? Lire et écrire quelle langue? Est-ce que, monsieur Adéandjou, est-ce que le français dont vous parlez et que nous utilisons sur cette plateforme maintenant, est-ce que c'est la langue de votre père? Non, c'est une langue étrangère. C'est une langue adoptée. Donc, nos nations devraient mener une réflexion de base à ce niveau. Comment on appelle cet appareil dans ma langue Goum? Je ne le sais pas. Je ne sais pas désigner cet écran. Un téléphone intelligent. Mais imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Vous appelez smartphone, il va dire mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous parlez de disque dur, il va dire mais qu'est-ce que ça veut dire? Le disque dur, déjà dans la terminologie, on lit déjà la fonction. Le disque dur. Donc un disque pour garder les informations avec une durée plus ou moins longue. Et donc il y a ce problème d'analphabétisme qui se pose. C'est pourquoi moi je dis nous devons revoir la base d'abord, la sensibilisation. Voir si notre système de formation que nous avons calqué et sur d'autres systèmes. Le système colonial, tout simplement. Donc, est-ce que ce système-là nous permet d'enclencher cette révolution? Et le plus grand risque encore, nous allons former une nouvelle catégorie d'analphabètes dans nos pays. Et nous sommes en train de le faire. Quoique l'on remarque... cette nouvelle catégorie, qui constitue cette nouvelle catégorie d'analphabètes? Dans la plupart des administrations, vous allez pour saisir un document ou bien pour traiter un test. Et le ou la secrétaire de bureautique ne sait pas encore utiliser cet outil, qui est l'ordinateur. Alors, on perd le temps parce que, en fait, la révolution du numérique est destinée à accélérer les processus des affaires. Donc, quand nous leur avons à parler d'utiliser, comment utiliser le numérique pour pouvoir booster l'économie en Afrique ou les économies en Afrique, moi je ris. Parce que nous n'avons pas encore pris le temps d'asseoir les bases, nous n'avons pas encore pris le temps de lancer bases, le processus. Vous avez dit tantôt que comment on appelle l'analphabétisme sur le continent est plutôt virtuel parce que les gens sont instruits dans leur propre langue, vous voulez dire. C'est cela. Donc ce qui veut dire quoi? Les préalables, c'est également adapter donc, ces ordinateurs-là, ces appareils numériques-là à nos langues. Tout à fait. Au Kenya, cela a été fait en partie. Et au Congo, il y a de petits projets qui se font actuellement et même il y a 2 collègues camerounais qui travaillent sur le processus. Au Nigeria, le Igbo, le Yoruba et plusieurs autres langues, le Haoussa, sont déjà sur Google. Alors, où est le Goum? Où est le fond? Où est le Mina? Ce n'est pas que où est le baoulé, le dioula, le serré, le serré actuellement se fait. Le mandarin, c'est plutôt la Chine. Oui, pour le Sénégal, le Wolof. et donc le Wolof. Et donc, moi je dis,
nos intellectuels qui réfléchissent sur cette thématique-là devraient aussi aborder ce volet, le volet linguistique. Parce que, en fait, nous croyons que quand nous parlons du numérique, il s'agit juste de l'ordinateur posé devant nous avec l'Internet, l'accès à Internet, ainsi de suite. Non, c'est très faux. D'accord, donc on va trop vite en besoin lorsqu'on dit que tout le monde doit avoir son ordinateur, tout le monde doit pouvoir lire, enfin, doit pouvoir saisir sur comment on appelle un test sur un ordinateur. Au même moment, les États, c'est ça le leitmotiv aujourd'hui. Tout le monde, on ne doit pas être des illettrés du 3e millénaire, il faut maîtriser l'informatique. L'informatique, pour l'utiliser, il faut de l'électricité. La couverture électrique de nos États, elle n'est pas encore complète. Tout à fait. Et même l'électricité aussi, c'est un faux débat. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut en Afrique. Le soleil, nous avons au moins 300 jours de soleil dans la plupart des pays africains. Alors, qu'est-ce que nous en faisons? En Allemagne, où le soleil, peut-être, nous avons au plus 4 mois de soleil, les gens ont compris. Et l'énergie solaire s'utilise depuis des années, depuis des décennies. Nos pays sont là et il y a eu un projet où on voulait produire l'énergie électrique avec les panneaux solaires dans le désert pour rediriger cette énergie vers l'Europe. Ah bon? Mais bien sûr. Alors moi j'ai dit... Dans le Sahara certainement, et on va rediriger ça vers l'Europe. Vers l'Europe, pour alimenter l'Europe. Et je dis, mais où sont nos dirigeants? Mais quand même, il faut leur faire un clin d'œil, parce que certains s'y mettent réellement et ils travaillent. Et il y a eu même des dirigeants qui sont allés contre cette initiative. Mais on dit souvent, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Parce que aujourd'hui, nos pays sont obligés de se mettre au pas, vaille que vaille. C'est-à-dire, advienne que pourra, nos pays seront obligés de faire le sursaut. Et en faisant ce sursaut, j'ai peur que ces pays-là se mettent à nu sans plus trouver les moyens de se recouvrir plus tard. Parce que quand nous parlons du numérique, on génère à chaque milliseconde des données. Et plus on veut la fiabilité de ces données, de ces informatiques et de ces informations, et en bit, plus les données générées sont importantes. Et ces données qui sont générées, ce ne sont pas des données non sensibles, ce sont des données très souvent sensibles parce qu'on veut des citoyens numériques désormais. La citoyenneté devra être numérique. Et cette citoyenneté numérique, on parle par exemple d'un côté qu'il faut préserver l'intimité numérique. Donc cette question d'intimité numérique n'a pas encore été abordée en Afrique. Donc il y a beaucoup de questions liées à l'éthique, à la morale qu'il faut revoir. Oui, restons sur dans le domaine de l'économie. Moi je ne suis pas pessimiste par rapport à l'Afrique, mais je dois vous poser toutes sortes de questions. Aujourd'hui, on dit qu'on doit apporter, le numérique doit pouvoir apporter quelque chose à l'économie de nos États. Mais au même moment, les appareils dans nos contrées très reculées, comment est-ce qu'on fait pour avoir les appareils? Vous avez la chance d'avoir un smartphone. Enfin, dans nos villages, les gens n'ont pas de smartphone. Comment est-ce que vous voulez faire cette révolution numérique? Bon, moi je dis, je ne m'illusionne pas, je ne veux pas faire cette révolution numérique, je veux aider à commencer cette révolution numérique. Et l'accès aux équipements de base est d'abord un problème qu'il faut tout de suite régler. Or, nous avons de graves problèmes sur le plan social. Il n'y a pas encore la santé qui est assurée. Quand vous allez au CNHU, par exemple, si vous ne sortez pas l'argent et cash, vous ne pouvez pas accéder aux soins tout de suite. Et je trouve mal un père de famille prendre son salaire, peut-être les 200 000, pour aller investir dans une tablette, soi-disant, je veux être au pas du numérique. Pourquoi? Parce que d'abord, les économies, le numérique en lui-même, il faut voir notre société comme une entreprise. Parce qu'on parle de l'économie numérique. Il faut comprendre l'ossature de l'économie. Et qui parle d'économie parle des données macroéconomiques et parle de données microéconomiques.
Alors, ce sont les données microéconomiques qui soutiennent en fait le macro, qui soutiennent le macro. Alors, le micro et les données microéconomiques ne sont pas encore stables. Alors, le macro va vaciller et s'effondrer. Donc, à ce niveau, il faut aller au niveau de chaque foyer pour voir. D'abord, il y a un recensement qui devra être un recensement, pas un recensement des individus, mais un recensement des données stratégiques par rapport aux questions du numérique. Par exemple, nous avons combien de foyers? Comment est l'accès à l'Internet? Justement, l'accès à Internet, la connexion est toujours chère en Afrique. C'est toujours cher. Or, l'Internet ne devrait plus être un luxe. Chez nous, je dis chez nous, je vis en Allemagne, en Allemagne, et l'Internet est presque gratuit, je dirais. L'accès à Internet est pratiquement gratuit. chaque foyer a Internet. Mais on ne peut concevoir même pas un abonnement téléphonique sans inclure l'Internet. Quand vous allez même, et aussi, là je dis, nous perdons beaucoup le temps et nous perdons aussi beaucoup d'argent. Parce que les banques n'ont pas encore compris qu'il faut investir dans les financements de ces objets pour pouvoir accroître les revenus. Parce que vous pouvez, avec votre carte d'identité ou votre passeport, vous rendre dans une boutique, à un point de vente d'appareils électroniques, et vous revenez avec l'appareil sans payer 1 franc. Et on vous défalque peut-être 200 francs par mois sur 24 mois. Donc, vous avez l'appareil. C'est une politique qu'on ne peut pas encore appliquer ici. Alors, c'est de l'illusion de vouloir faire tout de suite du numérique un socle pour booster le développement économique. Mais toutefois, cela est possible si vraiment les Africains, si nous sommes prêts à nous investir sans la corruption, si nous sommes prêts vraiment à nous investir dans ce sens-là, tout en évitant les pressions de part et d'autre, parce que les grandes nations attendent de nous, à des échéances données, des informations numériques. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'États sont en train de se presser. D'accord, donc il y a beaucoup de difficultés en tout cas pour les États africains, mais cependant il va falloir quand même que le numérique participe quand même à l'économie de nos États, et notamment également dans les opportunités d'emploi et tout. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'investissent dans les nouveaux métiers qui sont liés donc au numérique. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ils rencontrent également beaucoup de difficultés. Par exemple, ils ne peuvent pas payer à travers donc des cartes bancaires. Voilà, c'est compliqué sur le continent. La cybercriminalité. Donc ces jeunes-là rencontrent beaucoup de difficultés dans leurs activités, dans leurs entreprises. Bon, et à ce niveau, il faut redéfinir l'entreprise. L'entreprise est une sorte de microcosme qui comprend un capital, et un volet communication et un volet génération de revenus. Alors, mes capitaux que j'ai doivent être gérés de telle sorte que, au finish et à la fin, que j'ai de la plus-value. Donc, le rôle des TIC, donc j'ajoute des TIC, dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, c'est de faciliter la communication. Et c'est à ce niveau que le problème se pose pour la jeunesse. En fait, on veut recréer maintenant l'univers des entreprises au niveau des entreprises. Donc, on ne parlera plus d'entrepreneurs, mais on parlera d'intrapreneurs. Et laissez-moi vous dire que les TIC, sinon le numérique, renferment un potentiel incommensurable d'emploi. Mais il faut savoir... C'est un secteur porteur d'emploi. Ça porte d'emploi, mais il faut savoir cibler ces emplois, ces opportunités et former aussi
ceux qui doivent aller à la recherche de ces emplois. Parce que c'est la précision. À l'heure actuelle, nous parlons de la technologie Big Data. À partir de 2019, nous allons commencer à oublier la technologie Big Data. Alors que nous n'avons pas encore le giga Internet qui fonctionne de façon stable. Alors, donc, il y a pas mal de difficultés parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé des cartes bancaires, de la cybercriminalité. En oui, fait, justement, la cybercriminalité. C'est ça qui fait que, par exemple, les États occidentaux n'aiment pas faire des échanges, on va dire, financiers avec les cartes bancaires, avec l'Afrique, parce qu'il y a trop de cybercriminalité. Comment est-ce que les États font pour mettre fin à toutes ces difficultés-là? Bon, et à ce niveau, je dirais que la cybercriminalité, c'est une réalité partout. Et parce que, d'abord, vous ne pouvez plus localiser ce que vous êtes en train de faire avec les nouvelles technologies et de l'information et de la communication. Et d'abord, il se pose un problème de criminalité fiscale avec le numérique. Parce que celui qui crée son entreprise, c'est une entreprise virtuelle. D'abord, il y a ce problème qui se pose. Depuis ma chambre à coucher, je peux créer mon entreprise et gérer mon entreprise. Et il y a un autre problème qui se pose, le problème des ressources humaines. Parce que la plus-value que moi je veux créer avec mon entreprise, je veux maximiser en fait les profits. Et pour maximiser les profits, pour engranger le maximum de dividendes. Alors il faut essayer de tirer sur le personnel qui travaille. Alors le personnel numérique, dans ce contexte, devient un esclave du travail et il colporte tout son travail en famille. Il n'aura plus la liberté parce que depuis mon téléphone portable, Android, j'ai des applications qui sont installées, et avec ces applications, j'ai toute l'entreprise là et on peut devenir finalement accro de l'appareil. Accro, c'est même tendre. On devient en fait un obsédé du travail numérique. D'accord. Oui, la cybercriminalité, très rapidement. Est-ce qu'on peut arriver à bout de cela? C'est possible, on va rester optimiste, mais comment est-ce qu'on fait? Pour contrôler la cybercriminalité, d'abord, il faut former le personnel. Il faut former le personnel et essayer d'avoir les structures. Parce qu'il faut une police pour contrôler le numérique. Cette police n'a pas encore été formée comme il le faut. Ce sont des experts. Alors moi, je dis, les hackers, on doit voir des ateliers de hackers dans chaque quartier où on forme les gens à comment manipuler les codes sources, par exemple. Donc la formation dans nos universités également, pour qu'on puisse s'adapter donc à l'ère du numérique, il faut revoir également les formations et former des gens aussi qui soient réellement adaptés à l'ère donc du numérique pour qu'on puisse commencer donc la révolution numérique dont nous parlons. Alors monsieur Mpati, nous sommes presque à la fin, mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça parce que la politique, ça a quelque chose à voir avec donc le numérique également. On a parlé de nos États qui investissent réellement dans tout ce qui est numérique, mais on va parler plutôt de démocratisation pour finir. Dans la démocratisation de nos États, quel est l'apport donc du numérique? Regardez un peu, dès qu'il y a des manifestations de l'opposition, on coupe par exemple Internet. Je prends l'exemple du Togo, il y a pas récemment, là-bas on a coupé donc Internet. Très rapidement, nous sommes presque à la fin. Bon, là, qui parle du numérique parle en fait de la chute du contrôle de l'information. Alors, il faut sauvegarder la démocratie pour pouvoir aller de façon claire avec le numérique et revoir les textes qui régissent nos sociétés, donc les constitutions, réviser les constitutions, introduire en fait des règles pour sauvegarder la liberté numérique. Parce que cette liberté, aujourd'hui, WhatsApp, YouTube, on fait chuter beaucoup de gouvernements. Les réseaux sociaux ont fait chuter beaucoup de gouvernements. Et chaque gouvernant tremble chaque fois dès qu'il y a des informations sur les réseaux sociaux. Qu'on parle des réseaux sociaux. Alors moi je dis,
vive les réseaux sociaux, pour plus de liberté, vive le numérique. Donc les réseaux sociaux sont devenus aujourd'hui finalement le symbole de la liberté d'expression, on va dire. C'est le quatrième moyen pour contrôler les États aujourd'hui. Voilà, merci Monsieur Yasset Tonkpati. Vous êtes expert donc en numérique, c'est ça, en numérisation. En numérisation. Voilà, on a parlé avec vous des défis donc qui attendent le continent donc pour pouvoir amorcer réellement la révolution numérique donc en Afrique. Merci d'être passé sur ce plateau. On se retrouve très bientôt. Voilà, mesdames, messieurs, merci infiniment de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur l'Africaine des télé.